Bienvenue à ce webinaire de la donnée brute à la décision stratégique pour l'évaluation et la maintenance des infrastructures, où on va aborder notamment l'apport de l'intelligence artificielle et du data mining. Pour introduire un petit peu ce webinaire, aujourd'hui, quand on parle de données, la donnée en soi, finalement, n'est qu'un signal brut. Sans analyse, elle reste muette, et elle ne permet pas de prendre de décisions éclairées. Donc c'est précisément là que le data mining et que l'IA vont jouer un rôle clé pour permettre notamment de transformer des milliers de données hétérogènes en informations qui soient compréhensibles, exploitables surtout. Euh, on peut peut-être prendre l'exemple notamment du rapport du CEREMA qui a été publié en 2024 sur l'état des ponts communaux en France, qui montre notamment que la majorité des ouvrages ponts et aussi murs de soutènement, hein, qui est aussi inclus dedans, sont souvent anciens et présentent un état qui est contrasté. Puisqu'aujourd'hui, il y a seulement 24% des ponts et 40% des murs qui sont en bon état, tandis que 5% montrent des désordres graves qui imposent finalement des mesures immédiates et 6% qui nécessitent des interventions urgentes. Donc finalement, sans une analyse approfondie, ces chiffres représenteraient qu'une liste et donc c'est là que l'IA peut devenir une feuille de route opérationnelle, on peut dire, pour les territoires. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de montrer l'apport du data mining dans la gestion des données, comment l'IA permet de booster et de tirer profit aussi de ce volume important de données pour permettre justement d'optimiser les choix et voilà, d'avoir des choix plus stratégiques. Donc ça se fera notamment à travers deux cas d'études, un diagnostic sur les ouvrages ferroviaires avec Pierre Breul, donc directeur de Polytech Clermont, et puis un autre cas d'étude sur les ponts qui sera donc présenté par Alain Châteauneuf, directeur général de Sideco. Alors, Pierre Breul, Pierre, je te laisse la main, je te donne du coup le partage. Hop, Parfait. normalement, ça devrait arriver. Parfait. Vous m'entendez bien? C'est tout bon? Ok. Bien, bonjour à tous. Effectivement, donc on présente ce webinaire à deux têtes, hein, avec Alain Châteauneuf. Et plutôt que de, on va dire, vous assommer de concepts théoriques, hein, sous forme de cours, l'idée c'était de prendre des exemples concrets et de vous montrer un petit peu comment cela s'appliquait. Et donc, pour mon cas, je suis parti sur le cas du diagnostic d'ouvrage ferroviaire, avec, en vous essayant de vous montrer l'évolution au cours du temps, hein, de l'utilisation de la donnée pour faire un diagnostic de ces ouvrages-là. Alors, la voie ferrée, hein, pour revenir sur le contexte tout d'abord, c'est un ouvrage qui va subir de nombreuses sollicitations. Et au-delà des sollicitations, également des agressions extérieures, hein, que ce soit la météo ou les opérations de maintenance qui ont un certain degré d'agressivité. Et donc, ces différentes sollicitations vont apporter de l'usure, hein, on va dire, au fur et à mesure de la vie de l'ouvrage, et des perturbations qui vont entraîner des défauts, notamment de géométrie. Alors, j'ai mis une photo à droite qui est un exemple un petit peu caricatural, mais voilà, c'est l'idée, hein. Et ces défauts de géométrie, en fait, vont amener de l'inconfort, de la dégradation du matériel de voie en accélérant la baisse du niveau de vie, et éventuellement de la dégradation des couches d'assises également. Donc l'idée, c'est effectivement pour un gestionnaire tel que la SNCF en France, mais d'autres gestionnaires d'ouvrages ferroviaires, ça va être d'avoir des politiques de maintenance adaptées, dont les objectifs, ça va être d'optimiser la conception des voies et des plateformes, d'essayer le plus possible de prévoir leur dégradation pour pouvoir, à la fin, in fine, mieux organiser la maintenance et la politique de maintenance. Et puis surtout, on va le voir, hein, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui fait que l'évolution dans la donnée a été intéressante, ça va être de diagnostiquer les causes des désordres afin de mieux cibler la politique de maintenance. Alors, c'est des systèmes qui sont sous contrainte, hein, comme beaucoup de systèmes et de parcs, on va dire, d'ouvrages, d'infrastructures. D'abord, c'est les parcs, effectivement, donc c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'ouvrages. La plupart du temps, c'est les ouvrages qui sont en service, donc ça veut dire qu'on va avoir des problématiques d'accessibilité à l'ouvrage qui vont être plus complexes que sur voilà, un chantier, par exemple, qu'on démarre, choses comme ça, avec également, dans le cadre des réseaux ferroviaires, des créneaux d'accès réduits, puisqu'on ne peut pas forcément mettre en place de contournement, hein, ou de déviation. Donc, typiquement, hein, si on est sur un réseau grande vitesse, on va avoir des créneaux que la nuit pour intervenir. Des surfaces linéaires à traiter très importants,
C'est-à-dire qu'effectivement, eh ben, il va falloir arriver à trier finalement ces différents linéaires pour pouvoir les prioriser. Et puis, c'est des systèmes complexes et hétérogènes dans le sens où c'est, hein, j'ai mis une illustration à droite, un empilement de couches dans le cas d'infrastructures ferroviaires avec des objectifs différents et au-dessus, la superstructure proprement parlée. Et donc, ces différentes couches interagissent les unes avec les autres. On n'y a pas accès directement. Elles sont hétérogènes sur l'ensemble du parcours et donc il va falloir arriver à essayer de prendre en compte cette complexité. Alors, de quoi on part hein, au départ quand on fait le diagnostic de ce type de système? Les données brutes qu'on avait, c'était basé essentiellement hein, sur d'abord un contrôle de mesures géométriques, et ce système est encore employé aujourd'hui, hein, il est toujours intéressant. L'idée, c'est quoi? C'est je vais faire passer finalement un train sur la voie ferrée, et ce contient un certain nombre de capteurs. C'est la voiture Mosin sur des voies classiques, c'est d'autres noms, hein, les usines et autres pour d'autres types de voies. Mais le principe est le même. Il va intégrer des capteurs qui vont finalement, au passage du train sur la voie, mesurer un certain nombre de variations géométriques, hein, niveau longitudinal, alignement, écartement, niveau transversal. Et de ces mesures-là, il va en déduire si ces mesures dépassent un certain intervalle de valeurs que l'on considère comme étant raisonnable pour la voie. On va en déduire des portions de voie qui posent problème. Alors, je vous ai mis typiquement hein, l'échelle des défauts hein, sur des voies ferrées, on va dire qu'il faut une flèche en nivellement longitudinal inférieur à 2 cm pour 20 mètres de voie. Donc on voit qu'aussi les tolérances sont assez strictes, hein. Donc là, on a une mesure globale de la géométrie de la voie et là-dessus, ça a envoyé hein, jusqu'à présent une réaction. Alors ces mesures, elles pouvaient être complétées par d'autres choses, plus ponctuellement, hein. C'était notamment, alors j'ai mis dans différents pays l'utilisation de carottage. Donc on voit tout de suite la problématique, hein. Ça veut dire que d'abord je vais perforer la voie. C'est des essais qui sont lourds, qui ont également un certain nombre de défauts. Je reviendrai dessus. Et puis, au fur et à mesure des temps, on a développé quand même d'autres types d'outils sûrement plus intéressants que des carottages, hein. Ça peut être des essais géotechniques classiques type pénétromètre, également des essais géophysiques type radar, ou des essais, on va dire, plus globalisants, hein, ici des portance-mètres qui vont essayer de mesurer finalement une caractéristique mécanique de la voie. Alors là, on a de l'obtention de la donnée, mais la problématique, c'est que souvent, on a des données qui sont plutôt qualitatives et donc subjectives, hein. Dans le cas des carottages, souvent, c'est relu, on va dire, la carotte est relue par un expert qui va donner les épaisseurs des différentes couches rencontrées. Elles sont incomplètes puisqu'on va mesurer souvent un seul paramètre et, qu'on l'a vu, c'est des systèmes qui sont complexes et hétérogènes et bien souvent, on a besoin d'avoir différents paramètres pour mener l'expertise. On a aussi souvent des paramètres qui sont mesurés qui sont non exploitables directement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on va par exemple mesurer une vitesse d'onde par radar géophysique ou une résistance au pénétromètre. Mais ça caractérise effectivement la voie, mais pas directement, hein, puisque pour connaître le comportement d'une voie, il me faudrait par exemple un module de sol, une résistance ultime ou des choses comme ça, ou un angle de frottement, chose que je n'ai pas directement. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je transforme ces paramètres pour pouvoir réellement avoir une idée des caractéristiques, notamment mécaniques, de mon ouvrage. Ensuite, si on souhaite faire des analyses quantitatives, souvent elles vont devoir être ciblées, coûteuses, contraignantes, hein, on l'a vu, hein, du fait des contraintes notamment d'accès à l'ouvrage. Et puis le plus souvent, elles vont être invasives. Donc là, on est sur les ouvrages en service. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse faire un diagnostic sans déranger, je dirais, l'état de l'ouvrage et qu'il puisse être remis de manière opérationnelle et en fonctionnalité le plus rapidement possible. Donc les méthodes invasives, on est un petit peu frileux par rapport à ça. C'est également des méthodes globales et intégratives, hein. J'ai parlé tout à l'heure de géophysique ou du porte-tense-mètre, où la mesure de géométrie, elle nous donne finalement une réponse de l'ouvrage, mais qui est globalisée. C'est-à-dire que là où il y a problème, je peux dire qu'il y a problème, mais je ne suis pas forcément certain de dire la gravité de ce problème et d'identifier l'origine des défauts. Donc ça, c'est un problème si je veux pouvoir optimiser ma politique de maintenance à terme. Enfin, on n'a aucune information sur la marge de sécurité dont dispose la structure et sur la partie de l'ouvrage. On a vu que c'était un multicouche ou qui va être la plus endommagée dans l'ouvrage. Donc voilà, localisation du défaut, gravité du défaut. On a du mal finalement avec ces méthodes initiales à mesurer ça.
De fait, effectivement, on l'a dit, hein, les gestionnaires avaient besoin d'une meilleure caractérisation de leur ouvrage, hein, de manière plus quantitative, d'améliorer leur diagnostic pour pouvoir mieux adapter leur méthode de maintenance. Et notamment, sur ce type d'ouvrage, l'idée, c'est de prendre en compte l'interaction sur la structure, mais également, on l'a vu, c'est des ouvrages qui sont souvent sur des forts linéaires ou multiples ouvrages, donc quelle est la variabilité, notamment spatiale, qu'on va avoir sur la longueur de ces ouvrages. Et puis, in fine, l'idée, c'est de pouvoir prioriser les investissements de maintenance et pour ça, arriver finalement à noter et à hiérarchiser les différents ouvrages ou les différentes portions d'ouvrages entre eux sur la base d'un diagnostic et d'une analyse la plus, on va dire, quantifiable possible et objective possible. Donc c'est pour ça qu'on est passé finalement d'une donnée brute qu'on analysait par un expert en propre à un endroit donné à ce qu'on va appeler du data mining. L'idée du data mining, hein, c'est finalement d'analyser un grand nombre, un grand volume de données et d'arriver à transformer ces données en informations utiles hein, pour les rendre plus exploitables, en cherchant notamment à établir soit des relations ou des corrélations entre ces dernières, ou à repérer des modèles qui vont nous permettre, sur la base de l'analyse de ces données, de pouvoir mieux comprendre le comportement de l'ouvrage en tant que tel et donc de mieux cibler derrière la méthodologie de maintenance. Alors, sur l'exemple du ferroviaire, on a développé de nouvelles technologies, hein, notamment en couplant différents outils. Ici, c'est des choses qu'on a développées en interne, mais il existe d'autres types de méthodologies. Ici, on va venir coupler d'une part des essais géophysiques à base de radars qui vont être montés sur des trains. Donc, on va passer à vitesse, on va dire, quasi commerciale, hein, en tout cas pas encore complètement commerciale, mais à des vitesses relativement importantes. Hein. Donc, on ne gêne pas le trafic de la voie. Et puis on va coupler ça avec des essais ponctuels de type pénétrométrique et ici endoscopique, c'est-à-dire on va récolter des images finalement des matériaux. Donc vous avez un petit peu le résultat brut que vous avez ici, donc la résistance de pointe en fonction de la profondeur, des images des différentes couches que l'on va rencontrer, et puis un radargramme, hein, un résultat d'essais géophysiques de type radar sur cette voie. Et donc l'idée du data mining, ça va être de coupler et de fusionner ces différentes données pour sortir finalement une cartographie ou en tout cas un diagnostic, hein, une expertise de la voix qui soit plus riche et plus complet que celui qu'on avait auparavant. Alors typiquement, hein, on va utiliser ce data mining ici en couplant par exemple les données endoscopiques d'image et les données pénétrométriques pour par exemple caractériser l'état du ballast. Hein. Ce qui va intéresser ici le gestionnaire d'ouvrage, c'est savoir lorsqu'il va avoir un problème sur le ballast, quelle est finalement la proportion de ballast sain dans sa voie, la proportion de ballast pollué, pour savoir quelles vont être les quantités qu'il va devoir modifier et s'il est nécessaire effectivement d'intervenir sur la voie au niveau de cette portion-là de la voie, hein, au niveau de la partie ballastée. Donc en couplant les données pénétrométriques et endoscopiques, on est capable d'identifier de un les épaisseurs de ballast qui sont polluées et puis le degré de pollution et d'étendre ça sur l'ensemble de la voie. Donc vous avez ce type d'outil qu'on obtient, ces cartographies. Vous voyez ici en vert l'épaisseur de ballast sain tout au long de la voie et en rouge les épaisseurs de ballast pollué. Donc ce qui va permettre déjà de voir les zones de voie qui sont les plus endommagées et puis à l'échelle d'un tronçon complet, quelles vont être finalement les quantités qu'on va devoir prévoir pour changer hein, ce matériau. Également, en couplant ces données-là, on va pouvoir passer d'une résistance de pointe à la densité en place du matériau, et ça c'est important puisque les ouvrages notamment d'infrastructure sont basés en termes de qualité, hein, de jugement de leur portance, plutôt sur la densité du matériau ou un module de portance que sur la résistance de pointe. Donc la résistance de pointe, comme je le disais, c'est une caractéristique, mais elle n'est pas directement exploitable. Donc on la transforme en une loi qui, connaissant la résistance de pointe, nous permet de connaître la densité en place, et ensuite on peut cartographier cette évolution de la densité à l'échelle de l'ouvrage complètement, qui va nous permettre également, là ici, de voir un petit peu mieux cibler les zones problématiques, à la fois sur la longueur et sur la profondeur de l'ouvrage. Enfin, on peut également coupler complètement ces données en utilisant d'autres types de méthodes. Ici, je présente un exemple sur ce qu'on appelle de la fusion de données. Donc, l'idée, ça va consister à combiner des données provenant de sources multiples et de les croiser afin de mieux comprendre un phénomène. Donc là, ici, on va croiser les données issues de la géophysique, hein, des méthodes géoradar, avec les données géotechniques issues du pénétromètre et de l'endoscopie. Et on va utiliser une méthodologie qui s'appelle la méthodologie des masses de croyances, hein, qui va finalement attribuer un certain nombre de poids, de niveaux de confiance aux différentes données, en les mixant les unes entre les autres, et ce qui va nous permettre, in fine, d'obtenir des cartographies comme vous avez ici sur la droite, qui vont nous permettre finalement d'identifier, de caractériser l'ouvrage, notamment ici en termes d'épaisseur des différentes couches
dans la profondeur de l'ouvrage, avec d'une part eh ben, une cartographie de ces épaisseurs et surtout un niveau de confiance qu'on va pouvoir attribuer à ces différentes épaisseurs. Il y a des endroits où j'ai une très forte confiance dans le résultat que sort cette analyse, et puis il y a des endroits où j'ai un niveau de confiance moins important, avec plus d'incertitude, et ça, bah, la méthodologie nous permet de le savoir. Donc ça permet à la fois de quantifier, je dirais, la stratigraphie globale de mes différentes couches, mais également d'avoir un niveau de confiance sur la pertinence de cette donnée à cet endroit-là. Alors, l'étape qui vient après, hein, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, avant de voir en gros l'intérêt de cette intelligence artificielle, on va revenir dessus. On va d'abord vous présenter rapidement les principaux concepts hein, de cette théorie. Et là, je vais laisser la main à Alain Châteauneuf pour prendre cette partie-là. Oui, bonjour. Donc, je vais faire un petit rappel de l'intelligence artificielle parce qu'on en parle, mais il faut savoir ce qu'il y a dedans. Donc, l'intelligence artificielle est une notion relativement ancienne. Donc, ça a commencé dans les années 50 avec toutes les méthodes de traitement de langage naturel. Par exemple, la reconnaissance de l'adresse postale sur une lettre ou toutes les méthodes d'analyse de données avancées. Ensuite, on est passé à des méthodes de type machine learning, typiquement les méthodes de support machine, les méthodes de réseau de neurones qui étaient relativement bien appliquées, puis les méthodes de statistiques avancées. Et depuis 2010, on est passé à ce qu'on appelle l'apprentissage profond où on est passé à des réseaux de neurones à des couches multiples et qui peuvent aller jusqu'à des milliers de couches. Et tout ça a été facilité par l'avancée spectaculaire au niveau de l'informatique, au niveau hardware, notamment les cartes graphiques qui permettent de faire des calculs parallélisés extrêmement puissants et très adaptés aux réseaux de neurones. Donc tout ça a permis d'arriver à ce qu'on appelle l'apprentissage profond aujourd'hui, qui est vraiment la base principale de l'intelligence artificielle. Alors c'est quoi le principe? Dans une programmation classique, qu'est-ce qu'on fait? On a des règles, comme ici par exemple la flexion d'une poutre sous une charge, qui est donnée en fonction de la charge sur la poutre, de sa longueur et de son module de matériau et de son moment d'inertie. Et donc ça, c'est la règle qu'on voudrait appliquer. On a des données, bah, les données sur la charge et sur la longueur. On entre ça dans un programme dans lequel la règle est écrite et on obtient un résultat qui serait la flèche de cette poutre. Dans l'apprentissage, on va procéder d'une autre façon. On n'a pas de règles, on a des résultats de flèches qui sont calculés ou observés. On a des données d'entrée du modèle et on va faire un apprentissage pour l'outil typiquement réseau de neurones. Mais on peut avoir d'autres types d'apprentissage. Et la sortie, c'est la règle, c'est-à-dire la relation entre les résultats et les données d'entrée. Et c'est l'outil qui va lui-même constituer la règle d'apprentissage et cette relation qui peut être adaptée en fonction des nouvelles données. Donc on se passe complètement des règles et typiquement dans les cas complexes où les règles sont très implicites, ces outils sont extrêmement puissants pour aboutir à des règles qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas prédire. Alors, en apprentissage, on sépare en trois grandes familles. L'apprentissage supervisé dans lequel on va étiqueter les données, c'est-à-dire qu'on va dire, si je prends une structure, on va dire cette structure c'est en bon état, celle-ci en mauvais état, et on va donc définir ces catégories et alimenter l'outil avec des données étiquetées. C'est typiquement les applications pour les cas de régression et pour le cas de classification dans deux états, voire plusieurs. On peut avoir de l'apprentissage non supervisé dans lequel on ne va pas définir, on ne va pas pouvoir étiqueter les données. Et là, on peut chercher des clusterisations, c'est-à-dire recherche de distance, de groupement entre constituer des groupes de données, associer des données, créer des relations entre les données, et puis faire de la réduction-compression pour extraire des caractéristiques essentielles des données. Et le troisième type d'apprentissage, c'est par renforcement, dans lequel l'outil d'apprentissage automatique va s'accorder des bonus-malus, en fait des récompenses,
en fonction du résultat et de sa capacité de prédiction. Donc, il va apprendre avec le temps en fonction du résultat qu'il donne. Et là, c'est typiquement le cas des contrôles commandes et puis la réduction ou compression des données. Alors, la procédure est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va constituer, et c'est le point le plus dur en fait dans la démarche, c'est de constituer des données soit supervisées, soit non supervisées. On va entrer ça dans la machine d'extraction des données avec de l'apprentissage profond et on va obtenir des résultats donc descriptifs de ces données et des modèles prédictifs. On pourrait venir alimenter le modèle en permanence avec les nouvelles données qui vont venir enrichir et améliorer le modèle et puis des données annotées pour typiquement faire du renforcement ou améliorer les prévisions du modèle. Alors, c'est quoi l'intérêt? Principalement, c'est bien sûr par le biais de l'apprentissage, on arrive à une utilisation et surtout une adaptation automatique des analyses et des décisions. Donc ça, c'est très important. Et donc, on a plusieurs avantages. C'est la grande capacité à traiter des données hétérogènes et volumineuses, comme l'avait présenté Pierre. La capacité d'extraction des données utiles selon les besoins des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on peut extraire la partie qui nous intéresse en fonction des besoins, donc que ce soit un maître d'ouvrage, un gestionnaire ou une entreprise de maintenance, elle peut extraire les parties des données qui l'intéressent. Il y a une très forte réactivité face aux imprévus, et ça c'est une avancée majeure par rapport à des règles prédéfinies, puisque la règle elle est pas définie à l'avance et elle est adaptable à tout moment. Il y a une mise à jour permanente des informations et des indicateurs et on peut prévoir des scénarios d'usage, de dégradation et de défaillance, ce qui est très important pour définir une politique de maintenance à long terme. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Pierre pour l'application de ces outils au ferroviaire. Effectivement, alors voilà, nous, on a travaillé à essayer d'appliquer ce genre d'outils sur le ferroviaire. Et donc, suite à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, l'idée ici, c'est d'arriver à avoir finalement une cartographie d'un ouvrage ferroviaire, notamment en essayant d'estimer, on l'a vu, hein, la densité ou la résistance de pointe de l'ouvrage sur la profondeur tout au long de l'ouvrage. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on avait, hein? On utilisait plutôt des méthodes géostatistiques, c'est-à-dire qu'à partir des différents sondages que l'on avait sur la voie, on allait chercher à spatialiser l'information, hein, c'est-à-dire à essayer à estimer l'information, ici, la résistance de pointe, entre les points des différents sondages. Donc là, ce que vous avez en blanc sur la carte. Et donc pour ça, on utilisait notamment des méthodes géostatistiques qui ont un intérêt, mais bon, elles ont aussi des contraintes. Souvent, il nous faut un grand nombre de données, donc on essaie d'avoir des outils qui nous donnent plus de données, et puis elles offrent un certain nombre de conditions. Donc, vous voyez ici une cartographie qu'on obtenait par ces méthodes-là, et vous avez à droite la comparaison entre l'estimation à un endroit donné où on n'avait pas de mesure hein, réalisée et la mesure réelle hein, qu'on avait effectuée ensuite en aveugle. Et on voit que on peut avoir quand même sur ces méthodes-là des différences relativement importantes dans l'estimation. Donc un niveau d'incertitude très très important au final en utilisant ces méthodes-là. Et donc, le criblage ordinaire pour cette application-là ne paraît pas très très bien adapté en termes de précision. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ici du machine learning, où on a rentré notamment des données pénétrométriques et également des données issues des méthodes géophysiques de petites géoradars. On a fait apprendre ça à la machine, hein, donc suivant tout ce qu'a expliqué auparavant. Et aujourd'hui, voici les types de cartographie que l'on ressort. Donc on avait essayé différents types de, de techniques hein, d'intelligence artificielle, hein. Vous en voyez plusieurs ici avec un taux de résultats et d'effectivité plus ou moins fort. Mais en tout cas, on voit qu'on est capable d'obtenir une cartographie ici de la résistance de pointe et de la densité beaucoup plus réaliste. Et comment on voit ça? Là, je viens comparer effectivement ce que m'a donné le modèle avec les données réelles. On voit qu'ici, on a les données mesurées en noir et en bleu la prédiction hein, sur deux sondages où j'avais pas fait de sondage initialement, de même sur la densité. Et on voit qu'effectivement, les pourcentages d'erreur sont beaucoup réduits par rapport à la méthodologie initiale. Donc ça veut dire que par le biais d'utilisation de ces méthodes d'IA, on gagne finalement en performance, hein, d'abord dans le traitement de données, dans le temps à gérer les données. Donc ça, c'est aussi un point fort mais également dans la qualité finalement du rendu final et la précision qu'on a sur le rendu final.
Donc voilà, on a une bonne précision acceptable là-dessus. Une autre application hein, pour nous, c'était d'essayer, à partir de l'utilisation des images récoltées, d'arriver à retrouver, à faire une classification finalement excusez-moi, voilà, de nos, des différents matériaux rencontrés dans la profondeur de la voie. Donc pour ça, on a mis en place une procédure basée sur les zones de neurones et sur une base de données. Donc on avait une base de données constituée de matériaux modèles en conditions maîtrisées, hein. C'est des matériaux qu'on connaît complètement les caractéristiques qu'on a finalement en laboratoire, hein, sous forme réelle, et de matériaux naturels testés in situ, hein, sur lesquels on connaissait leurs caractéristiques, mais avec un degré de certitude moins important. On cherchait tout d'abord à définir quatre classes de matériaux, qu'on a classé ici en sol fin, sable grave et grave. Et puis, ben, comme dans tout problème d'intelligence artificielle, on crée à partir de ces données-là trois jeux de données. Un jeu qui va servir à l'entraînement finalement du modèle, un jeu de validation et un jeu de test. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et une fois que le réseau est entraîné, on va sortir finalement une espèce de matrice, hein, comme vous voyez ici, qui va nous donner un indicateur de performance hein, du réseau, hein, finalement de la qualité qu'il a à bien répondre à la problématique qu'on lui a donnée. Donc, dans le cas de ces images, ben, on est capable, à partir des images et du découpage que l'on a fait dans la voie, de retrouver avec une bonne précision ben, la classification de ces matériaux. Alors, cette classification, elle va dépendre bien sûr ben, du nombre de classifications, du nombre de classes qu'on va vouloir dans les matériaux. Aujourd'hui, là, on travaille sur quatre classes. Aujourd'hui, on va plus loin. Et puis également, on va s'apercevoir que suivant les types de matériaux, on va avoir une réponse plus ou moins précise. Ça va être lié au nombre de données qu'on aura rentrées et à la qualité qu'on aura donné pour chacune de ces matériaux. Donc là, on voit qu'il y a des classes qu'on détecte beaucoup mieux que d'autres. On pourra revenir dessus hein, par la suite. Donc ça, c'était pour illustrer le propos de l'intelligence artificielle appliquée aux infrastructures ferroviaires avec l'évolution hein, dans le temps entre de la donnée des brutes, du data mining et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc je passe maintenant la parole à Ala pour vous montrer un petit peu un exemple sur plutôt des infrastructures de type pont. Alors, le défi qu'on a aujourd'hui pour la gestion des infrastructures, c'est qu'on a un parc qui est extrêmement hétérogène en termes d'âge, de typologie, matériaux. Donc, ça fait plus de 100 ans qu'on construit des ouvrages d'art et aujourd'hui, c'est le moment de les maintenir et prolonger leur durée de vie. On a des problématiques de corrélation et d'interdépendance fonctionnelle, structurelle et économique. Typiquement, si on ferme un ouvrage d'art sur une autoroute, ben, on ferme toute l'autoroute et donc ça pénalise l'ensemble du parc. On a une diversité des données entre les données disponibles dans le dossier d'exécution, les données de la littérature, les normes qui ont évolué sur 100 ans, les procès-verbaux et les comptes rendus de chantier, les contrôles et les rapports d'inspection, qui sont des données qualitatives, quantitatives et donc assez difficiles à gérer. On a aussi des problématiques au niveau des archives des constructeurs et des maîtres d'ouvrage publics, où on se rend compte que l'archivage n'est pas très performant et on a des pertes de données conséquentes. Et puis on a des modèles prédictifs qui sont relativement peu puissants quand il s'agit de très longue durée et dans des conditions naturelles pour prévoir la durée de vie des matériaux et les phénomènes de dégradation. Donc tout ça, ça complique un peu les choses. Et la logique dans laquelle on s'inscrit, c'est la gestion prédictive des ouvrages à partir du monitoring qui, lui, comme on le voit sur les courbes, ne va pas faire de la maintenance corrective, mais va détecter assez tôt la dégradation de la structure et du coup prévoir une politique de maintenance prédictive qui serait plutôt de la protection et non pas de la réparation, ce qui réduirait les coûts de façon conséquente et de prolonger la durée de vie de façon importante. Alors pour le monitoring ou la surveillance de la santé structurale, il y a deux approches. Une surveillance locale où on va mesurer un paramètre très localisé, typiquement une ouverture de fissure parce qu'il y a déjà le défaut, et une surveillance globale où on va faire prévoir ou détecter à l'avance l'apparition d'un défaut. C'est-à-dire qu'on mettrait les systèmes d'instrumentation pour l'état donné de la structure et quand il y a un défaut apparaît, on va pouvoir le détecter et l'identifier. Alors, il y a plusieurs niveaux de prédiction. Soit je détecte le désordre, c'est niveau 1. Ensuite, je peux le localiser, puis je peux le quantifier, je peux évaluer l'état de santé de l'ouvrage, et puis derrière, je peux intégrer ça dans la politique de maintenance. Bien sûr, sur le plan théorique, tout est facile, mais dans la réalité, on doit confronter un certain nombre d'incertitudes, typiquement la variabilité aléatoire des charges,
les propriétés des matériaux, les conditions d'appui qui sont loin de ce qu'on avait dessiné sur les plans, et puis les erreurs humaines, notamment soit dans la conception, dans l'exécution, soit dans la politique de maintenance elle-même. Donc le système fonctionne comme ceci. On place un certain nombre de capteurs qui vont mesurer des données dynamiques, notamment les accélérations. Et à partir de là, on va se poser des questions sur est-ce qu'on arrive à détecter un désordre, est-ce qu'on arrive à le localiser et est-ce qu'on arrive à évaluer l'état de la structure et décider pour la maintenance. Alors, dans les méthodes classiques, pour traiter ces données, on va avoir un certain nombre de méthodes possibles. C'est une observation visuelle, une analyse visuelle des données, des méthodes dynamiques type transformée de Fourier ou densité spectrale de puissance, regarder les accélérations maximales, faire de l'analyse statistique, études de dispersion, des corrélations, et puis comparer des courbes de tendance. Donc toutes ces méthodes qu'on pourrait utiliser, mais vous voyez ici, on a un spectre type et on voit qu'il y a quand même un niveau de bruit qui est très important. Donc tout ça fait qu'on a de grosses difficultés de détection des dérives et d'interprétation des résultats, notamment pour les petits défauts. Parce que l'intérêt principal, c'est de détecter les défauts dès leur naissance pour anticiper et faire une réparation efficace. Alors, on avait donc expérimenté ces méthodes sur une maquette d'ouvrage qui fait 6 mètres de long. Et c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut obtenir comme résultat. Donc là, on a ici les FFT observés par les capteurs. Et on voit que l'écart en fréquence entre la structure saine et endommagée, c'est les deux tableaux, est très faible pour être perceptible. Donc on passe de, par exemple, 12,256 à 12,229. Donc on est vraiment très, très faible en termes de variation de caractéristiques de la structure. Et ce qu'on voit sur les courbes, c'est les déformés modales qui sont quasiment confondus entre la structure saine et la structure endommagée quand le défaut est faible. Donc il est quasi impossible de distinguer les variations de fréquence et de mode avec les approches classiques qu'on utilise jusque-là. Alors l'idée ensuite, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus loin. Et je vous montre ici un cas d'application qui est le pont de Langue dans le Puy-de-Dôme, qui est un ouvrage de 1971 qui fait 161 mètres avec un double caisson en béton précontraint sur lequel on a mis ici des accéléromètres sur l'arme centrale. Et l'idée, c'est de suivre un peu cet ouvrage. Alors, cet ouvrage présente des pathologies, notamment dues au gradient thermique. C'est que, notamment dans les mois d'été, il y a un gradient thermique sur l'ouvrage qui fait que les joints de entrevissoirs s'ouvrent et on a une perte de rigidité qui opère à cause de ce défaut. Donc ici, cet ouvrage qui a servi de test, qui a été suivi par le CEREMA parce que justement on avait observé ce défaut qui est un défaut de 0,15 mm d'ouverture du voussoir qui arrive à partir du mois d'avril avec le réchauffement des températures. Donc, première solution avec l'intelligence artificielle, c'est de développer donc un réseau auto-encodeur. C'est quoi un réseau auto-encodeur? C'est un réseau qui apprend et qui extrait les caractéristiques principales du signal dans ce qu'on appelle l'espace latent. Et ensuite, à partir de ces caractéristiques principales, il peut reproduire le signal. Donc l'idée, c'est de pouvoir reproduire un signal pour une structure saine et mesurer l'écart en cas de défaillance. Donc le cas, les paramètres de ce réseau sont donnés ici, donc sans trop détailler, donc surtout sans époque d'apprentissage de 256 données. Et ce qu'on voit ici, donc pour l'état sain, le réseau est tout à fait capable de reproduire le signal qui a été observé, donc entre les courbes en bleu et rouge. Par contre, quand il y a un dommage, donc une modification du comportement de la structure, on voit bien que le réseau arrive très facilement à distinguer cette variation de comportement qui est d'un ordre relativement faible pour la structure. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est qu'il arrive aussi à comparer ici les distances entre les structures saines qui en bleu et les structures endommagées selon la localisation des défauts pour les 5 scénarios qui ont été regardés ici. Et on arrive sur la longueur de l'ouvrage à détecter le défaut, son emplacement sur l'ouvrage par rapport aux signaux des différents capteurs. Quand on n'a pas de référence, c'est-à-dire un état de référence de la structure, on peut comparer en fait le comportement à un modèle théorique de l'ouvrage. Et dans ce cas-là, on va dérouler en fait deux schémas en parallèle. Le premier, c'est une simulation numérique par élément fini du comportement de l'ouvrage, dans laquelle on obtient la matrice de covariance. Et on a en parallèle les mesures sur l'ouvrage réel et avec les deux modèles, on arrive à construire un modèle IA d'apprentissage qui nous permet de prévoir les rigidités des éléments de la structure. Et à partir de là, on peut détecter les pertes de rigidité qui sont les conséquences d'un désordre dans l'ouvrage. Donc, l'application sur le pan de langue donne les résultats suivants. Donc, ici, vous avez les courbes d'apprentissage et de validation. Et on voit sur les courbes du haut le signal traité au 3 avril 2023 où il n'y avait pas d'apparition de défaut. Et on voit que les rigidités des différents éléments, des différents voussoirs de la structure sont très voisines de 1. Et quand il y a un défaut, donc en ouverture du joint, on détecte une baisse localisée de la rigidité qui est très perceptible, ici de l'ordre de 10%, et ce qui nous permet d'identifier la position du défaut et ensuite déployer des équipes de maintenance pour aller chercher le défaut et l'identifier de façon plus localisée. Voilà, donc ça permet en fait de passer d'un système où on avait une ambiguïté et une incapacité de détection des défauts de faible amplitude avec l'IA, on arrive à détecter des défauts très faibles de l'ordre de 0,15 mm sur un ouvrage qui fait 161 mètres. C'est quand même un avantage considérable. D'autres applications qui sont possibles, c'est toute la partie imagerie qu'on ne développera pas ici, mais là aussi, il y a des entreprises qui ont investi beaucoup d'énergie dans le domaine, notamment Socotec, à ma connaissance. C'est la reconnaissance automatique des défauts apparents, et là, avec une bibliothèque d'images. Alors, toute la difficulté, c'est de constituer la bibliothèque d'images et de l'étiqueter. Et ensuite, une fois qu'on a donné cette bibliothèque à un système d'apprentissage, il est capable très facilement de détecter, identifier les défauts, notamment les fissures, leur longueur et leurs propriétés relativement facilement. Et puis, pareil, pour l'état des chaussées, il y a aussi des solutions qui existent sur le marché aujourd'hui de détection automatique des fissures et de création d'inventaire et de notation de l'état de la chaussée. Et notamment, il y a deux entreprises françaises, hein, c'est Logiroad et Roadbotics, qui est une filiale de Michelin. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de développement qui se font dans ce domaine et tous les jours, il y a du nouveau sur le marché. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Pierre pour présenter quelques perspectives. Alors, c'est les conclusions et perspectives, effectivement, hein. Donc, on a essayé, ce qu'on a essayé de vous montrer au travers de cette présentation, c'est que d'abord, aujourd'hui, on dispose d'outils qui sont, on va dire, intéressants et efficaces pour effectivement répondre à ces problématiques de caractérisation d'ouvrages et diagnostic. Néanmoins, il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir les mettre en place. La première condition, c'est effectivement d'avoir de la donnée. Alors, de la donnée, on en a beaucoup. Mais souvent, elle va être disparate, il va falloir s'assurer de sa qualité, il va falloir la remettre au même formatage. Donc ça reste quand même aujourd'hui une problématique forte, hein, notamment pour un gestionnaire d'ouvrage. Donc il y a des ouvrages, on l'a vu, hein, qui datent voilà, sur des longueurs de temps qui sont assez importantes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut des outils qui vont permettre d'alimenter les systèmes d'apprentissage. Tout ça, c'est numérisé, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que les données, elles soient calibrées, étiquetées, standardisées, entre guillemets, hein, pour que, effectivement, bah, les systèmes d'apprentissage puissent être efficaces derrière. Et puis, bah, tout ça, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir un gros travail pour s'assurer de la qualité et de la qualification de la donnée en amont, avant d'utiliser ces outils, je dirais, derrière, et de les mettre en place.
Il faut aussi garder à l'esprit que ces outils, même s'ils sont très puissants, ils ont encore aujourd'hui des limites et des écueils, hein. D'abord, il peut y avoir des biais possibles parce que on n'a pas rentré les bonnes données ou on a un ensemble de données qui n'est pas, on va dire, homogène sur l'ensemble des cas que l'on souhaite traiter. Donc tout ça, ça veut dire que, pareil également, parce que des fois, ces modèles manquent de sens physique, hein, et donc peuvent effectivement retrouver un modèle, mais qui n'est pas celui qui est réel. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces outils sont très intéressants, mais ils nécessitent quand même aujourd'hui l'expertise humaine. Effectivement, on dit souvent l'IA ne remplace pas l'ingénieur, mais l'augmente. Donc c'est un outil complémentaire, un outil supplémentaire à l'expertise de l'ingénieur. Et puis, c'est ce qu'on disait, hein, alors, les outils font des analyses qui sont systématiques en cherchant des relations qui sont optimisées. Mais effectivement, on perd souvent le sens physique des choses et ça, ça peut amener parfois à des travers, hein, dans la réponse de ces modèles. Alors, dans les évolutions, elles ont été rapidement évoquées par Ala lors de sa présentation, mais notamment, effectivement, pour rendre ces modèles encore plus efficaces, aujourd'hui, des évolutions qui sont possibles et qui sont intéressantes, notamment dans le domaine des infrastructures, hein, c'est d'arriver finalement à apporter de nouvelles données et notamment de la génération par enrichissement contextuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, vous avez des dossiers ouvrages, hein, sur l'ensemble de votre parc d'ouvrages qui ont été réalisés à la main ou, voilà, ou tapés ou des rapports au fur et à mesure, que ce soit des données de diagnostic, des données de conception, ainsi de suite. Et on va pouvoir aujourd'hui donner ça, entre guillemets, à manger aux intelligences artificielles qui vont arriver à reconnaître au sein de ces rapports, à extraire des données complémentaires qui vont pouvoir enrichir les autres données classiques que l'on donnait auparavant. Ça peut être voilà, des mots-clés, hein, sur la base de mots-clés, de données voilà, techniques qu'auparavant elle n'arrivait pas à digérer. Aujourd'hui, on va être capable, effectivement, en donnant directement des rapports, à ce qu'elle aille extraire finalement de la donnée experte ou complémentaires qui vont finalement enrichir nos modèles et les rendre encore plus performants. Tout ça, il faut le garder à l'esprit que ça reste des outils d'appui pour l'ingénieur et notamment pour l'aider à la décision, hein, dans ces politiques de maintenance. Ok, quelques perspectives par rapport à la gestion des ouvrages, hein. Euh, ce vers quoi on voudrait tendre, c'est l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine peut se situer à deux niveaux, l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. Alors, pour les ouvrages, l'intelligence individuelle, ça serait la capacité d'auto-évaluation de l'état de santé. C'est qu'un ouvrage, il peut être doté d'outils qui permettent d'agréger les données multisourcées notamment, et que ce soit quantitative ou qualitative, de faire des analyses croisées et d'en tirer une conclusion sur son état de santé. Il y a aussi l'aspect gestion préventive et prédictive non myope. C'est tout ce qui est modèle prévisionnel pour lesquels aujourd'hui on a beaucoup d'incertitudes et l'IA peut nous aider à avoir des modèles plus robustes et plus fiables dans le temps. Donc, et surtout adaptés aux conditions d'usage et au changement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un plus important par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Au niveau collectif, on peut avoir et vouloir tendre vers ce qu'on appelle des infrastructures communicantes, c'est-à-dire que les ouvrages peuvent automatiquement échanger des données entre eux et des expériences. Les expériences, pour moi, c'est des passages de véhicules, c'est des effets de houle, c'est une tempête, voilà. Et à partir de là, faire des analyses et prendre une décision au niveau local. Je donne un exemple. Vous avez deux ouvrages, vous avez deux ponts sur une autoroute. Il y a un camion en surcharge qui passe sur le premier ouvrage. L'ouvrage peut automatiquement détecter le camion, communiquer au deuxième ouvrage l'information. Le deuxième ouvrage peut évaluer sa capacité à accepter ou pas ce véhicule. Et à partir de là, prendre des mesures de fermeture de l'autoroute ou de déviation assez rapidement. Donc on peut arriver vers des systèmes où les ouvrages communiquent entre eux et collaborent pour atteindre un objectif commun. Il y a un autre aspect lié à l'adaptation à la stratégie de gestion et notamment tous les aspects optimisation des coûts, des matériaux et des ressources humaines, où là aussi l'IA peut apporter un plus parce qu'on peut avoir une décision adaptative et surtout en temps réel en intégrant des quantités de données assez importantes, ce qui aujourd'hui humainement on n'a pas les moyens de faire de façon efficace. Donc il y a vraiment des pistes et des challenges
qui nous attendent et du coup, il faut encore fournir de l'énergie, faire avancer les méthodes et surtout faire attention aux données, comme l'avait dit Pierre, parce que bah, les données aujourd'hui, c'est la mine d'or en fait pour alimenter les modèles d'IA. Et là aussi, il y a un gros effort pour le partage des données, parce qu'on peut avoir beaucoup de données, mais on n'a pas toujours envie de les partager avec d'autres. Et donc, c'est une incitation supplémentaire à partager les données pour alimenter les modèles d'IA derrière. Merci beaucoup à tous pour votre présence, pour vos questions et contributions. Merci beaucoup Pierre et Yala pour vos interventions qui ont été très très éclairantes. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées sur la slide, donc mail et numéro de téléphone pour aller plus loin sur ce sujet. Merci beaucoup.